Jusqu'où ira l'axe des parias? L'information émane de Séoul. Le frère ennemi Pyongyang s'apprêterait à envoyer des soldats nord-coréens sur le front ukrainien suite à cet accord d'assistance commune qui a été signé entre la Russie et la Corée du Nord en cas d'agression militaire, signé lors de cette visite de Vladimir Poutine chez son nouvel ami Kim Jong-un. Ce serait essentiellement des troupes de génie qui seraient envoyées sur le terrain ukrainien. Déjà, première question en général, Chauvency, est-ce qu'on y croit vraiment à cette annonce ? Ça fait des mois, sinon presque 2 ans, qu'on nous dit qu'il y a des Coréens qui vont venir soit sous forme d'ouvriers, là sous forme militaire. Bon, je ne peux pas vous dire. Je dis simplement qu'il y a eu un accord de défense ou de sécurité qui vient d'être signé entre la Russie et la Corée du Nord, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, est-ce que ça apporte un changement supplémentaire ? Est-ce que la Russie a besoin de soldats de ce type, des bataillons du génie ? À quoi sert le bataillon du génie ? Alors parce qu'il s'agit du génie, ça on l'a pas encore dit. C'est pas des troupes de combat, sauf que il peut y avoir du génie combat. Voilà, 2 troupes du génie. Rappelons ce que c'est que le génie quand même. C'est ce que j'allais faire. Très bien. Voilà. Troupes du génie. Les infrastructures, c'est-à-dire reconstruire, rebâtir, remettre des voies ferrées en état, c'est tout à fait possible. Tout dépend de l'information qu'ils ont eue. Et puis le génie combat. Génie combat, ce sont les unités du génie qui accompagnent les troupes au combat. C'est-à-dire qu'ils vont déminer, miner, faire des retranchements. Et puis entre les deux, il n'y aura peut-être que des retranchements faits par les bataillons du génie. Les bataillons du génie, c'est des unités de soutien ou d'appui, c'est-à-dire qu'ils vont permettre aux troupes de faire quelque chose si c'est le cas. Maintenant, on ne connaît pas les effectifs. Est-ce que c'est symbolique ? Est-ce que ça va être important ? En revanche, j'ai une autre réflexion sur la question. L'armée nord-coréenne, quoi qu'on puisse en dire, n'a aucune expérience du combat. Et que finalement, c'est peut-être un moyen dans l'esprit du grand leader coréen de rendre plus guerrier ses forces, ou plus guerrières, parce que jusqu'à présent, l'armée nord-coréenne ne fait que parler, ne fait que faire des grandes démonstrations, mais on ne l'a jamais vu au combat depuis 1953. Et que là, c'est peut-être un moyen d'aguerrir ses forces, parce que quand même, le discours du dirigeant coréen est très offensif, très agressif, et on ne peut pas avoir une arrière-pensée, on dit, est-ce qu'il n'est pas en train aussi de se préparer à élargir un conflit quelconque, peut-être avec la Corée du Sud, on ne sait jamais. Donc voilà, pour moi, j'aurais aussi surtout une volonté d'aguerrir ces troupes qui finalement vivent en circuit fermé en Corée du Nord. Oui. Ces soldats arriveraient dès juillet, alors c'est... On les verra, hein. Pardon ? Oui, on les verra. Pour reconstruire et fortifier Donetsk. Est-ce que réellement, là, on est dans l'information fiable, dans quelque chose qui vous semble plausible, ou bien on est encore une fois dans l'agitation de menaces diverses et variées, j'ai des alliés qui peuvent venir, Renaud Girard. Donetsk, c'est très important pour les Russes. Les Russes ont expliqué qu'ils avaient fait l'attaque du 24 février 2022. On a demandé à Poutine récemment, mais est-ce que vous n'avez pas des regrets ? Il dit, j'avais pas d'autre option, parce que sa politique, c'était de protéger donc ces russophones attachés à la Russie, qui était, c'est vrai, il faut le dire aussi, c'était constaté par l'OSCE, qui était constamment bombardé par les troupes ukrainiennes. Ça fait à peu près 10 000 morts dans les civils depuis 2014, depuis ce qu'ils avaient fait sécession. Donc le fait de protéger cette région de Donetsk, il faut dire que Donetsk est pas très loin du front, si vous voulez. Les Russes n'ont pas beaucoup gagné de terrain, là, si vous voulez. Et parce que c'est très fortifié, justement. Et donc, ça montre que quand il y a des fortifications, les Russes n'avancent pas. Ils ont très peu avancé sur le front de Donetsk. Donc, oui, c'est assez important. Et je trouve que l'argument du général Chauvency est très intéressant sur les Nord-Coréens qui peuvent peut-être essayer de tester la valeur de leur armée, parce qu'il y a un précédent en Asie, mon général, c'est que en 1979, l'armée chinoise, qui n'avait pas fait la guerre depuis 30 ans, a voulu donner une leçon, comme elle a dit, au Vietnam du Nord, enfin c'était le Vietnam unifié, et eh bien elle a échoué, parce qu'effectivement elle n'avait pas fait la guerre, et que l'armée vietnamienne avait évidemment fait la guerre, qu'elle avait d'ailleurs gagnée contre les Français et contre les Américains. Et donc l'armée chinoise s'est fait battre à plat de couture. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est retenu en Asie, et ça pourrait aussi être une raison
de l'envoi par la Corée du Nord de Sauf troupes. qu'a priori, ils n'envoient pas des troupes pour se battre. Ils envoient des troupes du génie pour construire des fortifications. Enfin, c'est ce qu'on comprend. Reconstruire et fortifier Donetsk de ce qui a fuité dans la presse sud-coréenne. Bon, Oui. donc on n'est pas dans le combat, on n'est pas vraiment dans le test des aptitudes des troupes. On n'est pas dans le test des aptitudes, on verra, mais il est prudent, le Nord-Coréen, le grand leader. Step by step. Et il met un pas hors de étape par Corée étape. par la même occasion. Pardon ? Il met un pas hors de son pays par la même occasion. Il met un pas dans son pays. J'espère pour lui que les soldats nord-coréens ne se précipiteront pas pour traverser les lignes et aller gagner la liberté à l'ouest chez les Ukrainiens. Mais si j'étais dans la propagande ukrainienne, ils seront cueillis en même temps. je les inviterais à faire ça par haut-parleur en langue coréenne. Venez, et vous aurez la liberté à l'ouest. C'est exactement ce que faisaient d'ailleurs les Vietnamiens qui nous commandaient en Indochine. Ils avaient des haut-parleurs et ils disaient à toutes nos troupes d'Afrique du Nord, venez chez nous et on vous laissera. Parce que les Ukrainiens avaient tenté aussi avec leur campagne « Je veux vivre », on se souvient. Tout à fait, ils l'ont fait aussi, les Ukrainiens. Ouais, je ne sais pas comment on dit « Je veux vivre » en coréen, mais... Enfin, oui, justement, il va y avoir le problème de la langue quand même. C'est pas la même langue du tout. Ça vous semble improbable comme dans un monde quand même où c'est vrai que tout change et les repères s'écroulent, quand même on est dans le domaine de l'improbable un petit peu. Enfin, faut quand même dire les choses. Il me semble qu'il y a un général assez haut placé dans l'état-major russe qui est lui-même d'origine nord-coréenne. Je me souviens plus de son nom. Il faudrait que je le retrouve pour vous. Donc il y a cette connexion-là, parce qu'il y a beaucoup de travailleurs nord-coréens qui sont en Russie, notamment dans les forêts de Russie où ils sont des bûcherons, ils coupent beaucoup de bois, et qu'il y a une frontière commune avec la Russie. Et donc, les Russes sont habitués à avoir, en tout cas, des visages nord-coréens et des gens avec qui travailler, des gens qui font travailler très souvent eux-mêmes, d'ailleurs, à des tâches difficiles ou à des tâches ardues, comme d'être des bûcherons en Sibérie, etc. Donc ça, c'est cette possibilité-là. Mais comme dit Renaud, moi, si j'étais nord-coréen, j'en profiterais pour aller ailleurs, quoi. Mais il y a ce général nord-coréen dans l'état-major russe. Il faut que je retrouve son nom. Ça vous dit peut-être quelque chose, Tatiana, ou peut-être pas. Bon, en tout cas, votre réaction sur cette... Non, je pense que la barrière de la langue n'en est pas une. Aujourd'hui, avec tous les traducteurs, ils vont se débrouiller pour envoyer des messages. Oui, bien sûr. Mais en temps de guerre, on n'a pas beaucoup de temps pour les traducteurs. Non. Cela dit, s'ils doivent construire des ponts, ils doivent construire des pontons, bon, ça, ils peuvent le faire. Non, je parlais des Ukrainiens. Les Ukrainiens, ils vont arriver à faire parvenir des messages aux Nord-Coréens. Oui, peut-être sous forme de munitions aussi, d'ailleurs, plutôt. Par ballon, oui, enfin, ce qu'on retient aussi de tout ça, on parlait de la possibilité d'un plan de paix, d'un cessez-le-feu, d'autres solutions pour arrêter ce conflit. Enfin, on voit qu'il y a quand même un axe qui s'est créé et qui ne sera pas défait demain. Mais il y a aussi quelque chose qui est que Poutine devient le vassal de la Chine. On en avait parlé sur ce plateau, il était dans une entreprise de vassalisation. Et en signant cet accord avec la Corée du Nord, il essaye aussi un peu de sortir de sa dépendance avec la Chine en montrant que il est capable de signer des accords avec d'autres pays. C'est intéressant quand même parce que la Russie, en tant que membre du Conseil de sécurité de l'ONU, avait voté pour les sanctions à appliquer à la Corée. Et puis maintenant, ils en font leur grand ami. Donc c'est donnant-donnant. La Russie envoie de l'aide alimentaire et puis elle remet en scène la Corée du Nord sur la scène internationale. Ce qui n'est pas quelque chose de négligeable du tout. Non. On a fini, mais merci à tous les quatre pour ce débat passionnant. Merci beaucoup.